activités autour de l'agriculture, de l'agroécologie, la ferme que vous avez créée avec votre compagne, il me semble. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez un petit peu nous raconter votre univers et puis ce que vous faites, toutes vos actions que vous mettez en place. Donc merci beaucoup d'être présent encore une fois. Donc je vais commencer par vous demander de vous présenter, qui vous êtes et puis comment remplissez-vous vos journées en fait à travers toutes vos actions? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Florent, je suis paysan dans l'Essonne, 91, à Pucet, à la ferme Ça Pousse, avec Sylvie, ma compagne. Et on est là depuis une quinzaine d'années à la ferme Ça Pousse. Et nous, on fait des légumes, des plantes aromatiques et médicinales, des fruits et un petit peu de miel. Et la quasi-intégralité de tout ce qu'on produit est vendu par le système des AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et donc, comment on occupe nos journées? Là, par exemple, aujourd'hui, c'était pas facile parce qu'il pleuvait, il y avait du vent. Alors Et comment ça donc se on passe quand c'est était, comme ça? là, par exemple, toute la matinée, on a quand même été dehors parce que, en fait, nous, tous les vendredis, on livre 80 paniers de légumes à des Ah oui, familles du coin qui sont réparties sur 3 groupes de familles, donc 3 groupes d'AMAP. ah ok, Et il faut absolument que les poireaux soient prêts pour demain. Et donc on a été obligé de passer la matinée la mission. dans le vent et la pluie. Mais c'est vrai que c'était une matinée quand même assez à l'image de ce qu'on fait à la ferme parce que donc il y avait Sylvie et moi et puis il y avait également Ethan qui est en stage 3e. Là, Ok. c'est la semaine des stages 3e. Et pour nous, ça illustre vraiment le fait que la transmission, c'est important. Hmm. Nous, pour se former à ce métier-là, on a eu la chance d'avoir des fermes qui nous accueillent en stage, en formation. Et à chaque fois qu'on nous demande de pouvoir apprendre chez nous, on est très content de pouvoir transmettre. À Et votre tour. Ethan, ce qui est intéressant, c'est qu'Ethan, c'est le fils d'adhérents des d'AMAP à Pucet, D'accord. qui sont adhérents depuis pas mal de temps. Et pour nous, c'est toujours sympathique d'accueillir en stage des jeunes Bah qu'on a oui. vus presque bébés et qui sont Hmm. biberonnés aux légumes bio depuis un moment. Et puis, Ont-ils avec nous encore des aussi choses à dans les poireaux apprendre? ce matin. Ont-ils encore des choses Pardon? à apprendre du coup? S'ils Ah sont... carrément, carrément, parce que ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on est biberonné aux légumes Ouais, bio qu'on sait tout sur le métier. Et puis ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on fait un petit stage à la ferme qu'on va forcément devenir paysan ou c'est paysanne, sûr. mais ça permet en tout cas d'être un peu sensibilisé aux réalités de la Hmm. terre, quoi. Ouais, Et puis avec nous ce complètement. matin aussi dans les poireaux, il y avait du coup des résidents du SAVI. C'est des personnes en situation de handicap Ok. qui viennent tous les jeudis matins dans le SAVI, c'est un foyer de jour qui permet à des jeunes en situation de handicap finalement de se rapprocher du milieu du travail. Hmm. L'objectif, c'est que ces jeunes qui sont accompagnés avec un éducateur pour 4 ou 5 jeunes puissent progressivement voilà, être familiarisés dans différentes entreprises. Et le but étant de réussir à intégrer un ESAT, donc un établissement dans lequel ils seront là plus sur un éducateur pour 10 à 12 jeunes, où vraiment ils commenceront à avoir un salaire. Et c'est un établissement qui est adapté à leur handicap. Et donc, du coup, tous les jeudis, on a la chance de les avoir avec nous. Pour nous, c'est très riche parce que ça amène beaucoup à notre ferme d'avoir Hmm. voilà, un petit regard différent sur ce qu'on fait. Et puis, d'échanger avec ces jeunes qui finalement ont ouais, un regard très neuf et sans jugement. On aime Hmm. beaucoup ce partenariat-là du jeudi matin. Super. Bon, déjà, vous avez parlé des jeudis, les vendredis qui sont bien chargés. J'imagine que les autres jours aussi, du coup, vous avez tous les jours de la visite au sein de votre ferme ou vous avez quand même des moments de répit, entre guillemets, où vous vous retrouvez que tous les deux, mais vous travaillez quand même, j'imagine, mais en termes de Ouais, alors fréquentation au sein de votre ferme. donc on a souvent du passage, alors qui est Ouais. beaucoup le vendredi, le jeudi, et puis à partir du mois de février-mars, il y a quasiment tout le temps des jeunes qui sont en formation dans le cadre d'un programme Février, de mars. Ok. compagnonnage Hmm. où on a 2 ou 3 jeunes qui viennent
sur une durée de 2 mois et demi, tester un peu ce métier-là. Et c'est un petit peu plus calme effectivement en, janvier, février, où là, il y a moins de monde en stage et donc on est plus aussi, sur un rythme qui est un peu différent, qui est un peu plus lent, qui est un peu plus adapté finalement au climat, où, on travaille moins, on travaille plus, 4 jours par semaine et Mmh. on est plus sur des questionnements sur la saison d'après, de la planification, de voilà, d'essayer de se dire: «Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce qu'on a envie de faire, de refaire, de pas reproduire?» justement. Donc pour nous, d'avoir un peu ce moment-là où on est plus, entre nous, l'hiver quand le temps est plus lent, c'est vachement important parce que c'est ça qui nous permet derrière de bien lancer la saison et puis Mmh. aussi de nous ressourcer, Mmh. parce que quand même on a une grande, grande chance, c'est que, dans notre métier, on doit travailler plus, lorsque les journées sont plus longues, quand il y a plus de soleil, la grande chance, c'est que finalement nos organismes, nos corps, c'est ça qu'ils nous demandent. Quand on est en juin, juillet, faire des longues journées, ça dérange moins nos corps que faire des longues journées quand, il fait froid, C'est moche, sûr. et qu'il y a pas de soleil Mmh. et du coup, la chance qu'on a, c'est quand il fait froid, moche et qu'il y a pas de soleil, beh, on a moins besoin de travailler. Donc c'est Mmh. pour ça aussi je pense que ça, c'est une des En vraies fait, raisons qui fait que j'aime bien ce métier. vous travaillez, c'est juste que vous travaillez d'une manière différente, qui est peut-être plus «intellectuelle» entre guillemets et moins, quand je dis intellectuelle dans le sens où, c'est une période apparemment où vous posez des questions, sûrement des remises en question, savoir, voilà, qui vous permet de prendre un peu de recul ou de hauteur sur vos activités. Donc finalement, est-ce que vous travaillez moins? Je sais pas, c'est peut-être une autre forme de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Ouais, c'est bon, un ça peu voilà, c'est un peu plus de réflexion, mais quand même, je pense qu'au ouais. global, on travaille moins et on en est content parce qu'on travaille beaucoup l'été Mmh. et on voudrait Ça pas, compense un peu. surcharger l'hiver parce qu'on peut pas travailler, tout le temps énormément et donc pour nous, vraiment, cet équilibre été-hiver, il est capital, et on Mmh. se force justement à même si la partie du travail, est plus, de réflexion, tout ça, à quand même, être sur des journées, qui sont plus, maîtrisées en hiver. Ouais, je comprends. Super, bah, merci beaucoup pour cette intro. Ça donne du coup, oui, une vue globale sur bah, vos activités et puis un petit peu aussi la dynamique que vous avez au quotidien. Du coup, là, j'aimerais bien qu'on prenne un tout petit peu de temps pour parler justement des AMAP et des Miramap. Ouais. Euh, donc, enfin, est-ce que vous pouvez nous présenter le concept déjà pour éventuellement les personnes qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne connaissent pas? Premièrement, et puis savoir vous, voilà, comment, parce que donc ce que vous disiez, c'est que bah, tout le travail à la ferme, en fait, il permet de fournir les AMAP et donc les clients, ou les AMAPiens, je ne sais pas comment vous les appelez exactement, et AMAPiennes, qui viennent se fournir en nourriture, etc., par les AMAP. Donc vous êtes des producteurs, mais vous êtes aussi, vous avez un peu une approche aussi militante ou pas, via le Miramap. Ça aussi, j'aurais bien aimé que vous nous expliquiez. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça la lumière peut-être, non? Oui, on vous voit. Ouais. Et ben, alors les AMAP, c'est un truc incroyable qui a été inventé par, des mamans japonaises dans les années 1970, qui, ont décidé, de se prendre en main et d'aller voir les paysannes et les paysans qui habitaient à côté de chez eux, en leur demandant, en gros, d'entrer dans un partenariat en disant: «Bah, moi, j'en ai marre vraiment que mes enfants mangent des pesticides et boivent de l'eau contaminée aux pesticides. Donc c'est une histoire Donc je vous ancienne déjà, propose, ça. c'est une histoire ancienne, je vous propose un deal, je j'achète toute votre récolte et je vous sécurise financièrement. Je vous garantis, un revenu et en échange, vous vous passez de ces produits qui, tuent à petit feu, nos enfants et nos familles. Et donc cette innovation-là qui est finalement assez, qui est assez ancienne, bah, nous, on fait que la reproduire. Et donc, né dans la fin du XXe siècle, ça s'est ensuite perpétué, aux États-Unis, dans différents endroits. Il y en a aujourd'hui énormément en Chine aussi. Mhm. Et c'est arrivé en France au début des années 2000 avec un Ok. couple de maraîchers du sud de la France,
qui a été en voyage, qui a vu ça aux États-Unis et qui a importé ça en France. Ramener l'idée, Et aujourd'hui, OK. bah, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour nous? C'est qu'on a, donc il y a 80 paniers, ça représente à peu près 120 familles qui sont abonnées, à notre ferme et bah, nous, l'intégralité des légumes que l'on produit, vient, nourrir ces 120 familles qui sont réparties sur 3 villages, et chaque semaine, les familles, viennent chercher vendredi soir leur, panier de légumes et elles financent, bah, l'année complète de production, Mmh. en soit toujours en payant d'avance, soit annuellement, soit au trimestre, soit au mois, Vous, mais ça vous toujours en payant garantit d'avance. une sécurité, j'imagine? C'est ça aussi le principe des AMAP, que pour que le Et producteur ait une sécurité, vous pouvez expliquer ça? exactement, Ouais? exactement. C'est-à-dire que nous, en agriculture, on est sur des temps, qui sont relativement longs. Lorsque, on veut des poireaux, on va les semer, en février, mars, pour les repiquer en juin, pour commencer à les récolter qu'en novembre. Mmh. Donc finalement, on a une année de production et donc si on veut être, on va acheter des graines ou en produire, mais en tout cas, on va désherber, on va planter, on va entretenir, on va buter. Tout ce travail-là, finalement, qu'on va faire pour arriver à vendre des poireaux en novembre, Mmh. bah, si on ne nous paye pas d'avance et qu'on ne nous garantit pas qu'ils seront vraiment payés, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une stabilité pour nous, celles et ceux qui vivons de ce métier de la terre. Et donc, Mmh. l'idée des AMAP, c'est de dire, bah, on va te préfinancer ta récolte et on va te garantir l'achat complet de ta récolte. Et ça permettra de payer tout ce que tu as à payer pour produire des poireaux, donc éventuellement des graines, du terreau, de l'eau, enfin en tout cas de l'électricité pour faire marcher la pompe pour les irriguer, peut-être des petits outils pour les désherber et surtout ton temps de travail. Tout ça, on te le paye et ça te permet de produire beaucoup plus durablement que si tu avais une incertitude sur ta possibilité à vendre tes poireaux, surtout sur le prix auquel tu pourrais les vendre. Là, on se met d'accord d'emblée Mmh. pour financer toute ta production. Et nous, ça nous sécurise, ça permet d'avoir une approche beaucoup plus apaisée à notre métier parce qu'on ne doit pas toujours chercher à vendre 1 kilo de poireaux par-ci, 1 kilo de Du poireaux coup, vous par-là. vendez beaucoup moins à perte, j'imagine? Il y en Alors, a quand même un peu? non, je dirais pas qu'on vend à perte. En fait, nous, comment ça fonctionne? Vous vendez moins, je disais justement, moins à perte, du coup, en procédant Ah comme oui, ça? ah oui, oui, bah, nous, on vend jamais à perte, en fait. OK, c'est Heu, carrément en en jamais. fait, OK. heu tous les ans, on a des assemblées générales avec les 3 groupes, qui, nous achètent les 3 groupes de familles qui nous achètent des légumes et on leur présente, ben, en fait, le coût de la production. Et du coup, dans notre cas, le coût de la production, ça inclut, comme je disais, des graines, de Mmh. l'énergie, éventuellement un peu d'électricité, du gasoil pour un tracteur, des petits matériels qu'on doit racheter, notre protection sociale, donc le paiement qu'on fait à la mutualité sociale agricole pour notre sécu, en fait, des agriculteurs, le revenu qu'on se tire, de l'exploitation, donc dans notre cas avec Sylvie, c'est 1 900 € chacun et du coup, tous ces coûts-là agglomérés, ça fait le coût de la production et Mmh. on le divise par le nombre de familles et chaque famille paye un pourcentage de ce coût global de la production, ce qui fait que toutes les charges et notre revenu qui sont nécessaires pour produire sont couverts. Mmh. Donc il y a jamais de perte, économique et il y a jamais de perte, même dans les champs puisqu'en fait, dans ce système-là, tous les légumes qui sont produits, on les amène aux adhérents, même s'il y en a trop. Il n'y a pas d'histoire de trop. Donc Il y a une, ça nous permet. de ce que je comprends, vous expliquer, il y a aussi une grande transparence en fait sur tous les aspects bah, de votre activité, qu'elle soit, enfin, sur la partie économique. Là, vous venez d'annoncer votre salaire comme ça. Enfin, j'imagine que c'est donc un élément qui peut être accessible aux Amapiens et Amapiennes que vous fournissez. Enfin, donc il y a une grande transparence de ce que je comprends aussi. Ça, c'est gage de confiance aussi souvent dans le travail, Ouais, qui est bah, positif. en fait, c'est pas un métier facile, paysan Hmm. et du coup, ce pour nous, c'est vachement important d'établir une Relation de relation, confiance. forte et durable avec celles et ceux, qui mangent les légumes parce que,
on a besoin qu'ils soient vraiment partie prenante, voire qu'ils soient un soutien pour nous permettre de produire pendant des années et des années, qu'ils soient un soutien moral, qu'ils soient un soutien technique, qu'ils soient un soutien intellectuel. Nous, ça nous est arrivé, par exemple, d'avoir un problème de production pour sécher des plantes. On a notre séchoir qui tombe en rade et on a plein de tilleuls dans le séchoir. Et donc, il faut qu'on trouve une solution absolument Hmm. dans la journée pour que le tilleul soit pas foiré. Et du coup, on envoie des mails à tous les adhérents. Et en 2 heures, on avait 3 propositions de séchoir, donc quelqu'un qui travaillait pour une grande entreprise pharmaceutique et qui nous a eu un séchoir incroyable qu'il a pu nous prêter pendant 2 jours. C'est ça la map finalement, c'est aussi partager les déboires de la production pour qu'on ne soit pas uniquement deux à y trouver des solutions, mais pour qu'on soit 150 et que finalement on puisse avoir du soutien. Et pour avoir ce soutien, il faut de la confiance. Et Hmm. donc nous, pour obtenir cette confiance, on mise sur la transparence effectivement et on a plutôt des bons retours parce que les gens finalement ils ont l'habitude dans le monde d'aujourd'hui de se faire avoir dans tous les sens et d'avoir quelqu'un qui leur propose 3 poireaux pour le prix de deux ou je ne sais pas quel deal obscur. Et dans ces cas-là, finalement, ils se font souvent avoir. Nous, on n'est pas comme ça. On va plutôt leur dire, bah voilà, ça coûte tant, et on fait confiance à ton intelligence pour se dire, bah, oui, effectivement, c'est ça en fait le coût de la production. Donc, je vais pas essayer de négocier à la baisse ou parce que en fait, si je négocie à la baisse, ça veut dire quoi? C'est Il y ton a un salaire impact ou derrière. c'est ma possibilité d'acheter des graines qui va pas marcher. Alors que lorsqu'on étale tous nos coûts comme ça, souvent les gens ils vont même nous plutôt, ça nous est arrivé d'ailleurs une fois de être tenté de négocier à la hausse. Ça nous est arrivé il y a quelques années où les gens trouvaient qu'on ne se payait pas assez. Et en voyant toutes nos charges et notre manière de les, les expliquer, leur réaction a été de dire en fait, vous ne payez pas encore au SMIC horaire, alors que nous, tous et toutes qui prenons des paniers de légumes, on se paye au SMIC horaire. Donc, du coup, on vous propose d'augmenter progressivement l'argent qu'on vous donne de façon à ce que vous puissiez augmenter votre revenu pour qu'on atteigne le SMIC horaire. Donc, nous, on pense qu'on a vraiment à gagner à être ouvert, parce qu'on n'a rien à cacher, en fait. Hmm. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Vous êtes rentré dans le détail là. Ça permet vraiment du coup de comprendre enfin, concrètement le fonctionnement donc des AMAP et du coup de vos interventions en tant que paysan et en tant que producteur. C'est super. Merci beaucoup pour la richesse du partage. J'avais une question aussi par rapport à la sécurité sociale de l'alimentation. J'ai cru comprendre, enfin en lisant comment on appelle ça, un article sur le site de Miramap, qu'il y avait pas mal d'expérimentations qui étaient mises en place en ce moment, ou peut-être depuis un certain temps, entre la SSA, donc la Sécurité sociale de l'alimentation, et du coup les AMAP, qui trouvent un lien quand même assez commun dans les pratiques qui sont assez différentes, mais qui se rejoignent finalement, et qui peut-être parlent à des publics du coup différents, mais complémentaires. Est-ce que vous avez quelque chose à partager à ce sujet? Voilà, on va avoir votre point de vue, si vous en avez un. Et vous, est-ce que vous faites partie des personnes qui seraient ouverts justement à ce type de pratique? Parce que là, on parle des AMAP, mais donc il y a la sécurité sociale. Parce qu'en fait, avant de vous poser cette question, pardon, je vais peut-être vous poser la question, le public qui est touché, est-ce que les AMAP aujourd'hui permettent à tout public d'être, je vais trouver le verbe, d'être du coup touché, en fait, ou en tout cas de bénéficier de ces services-là. Est-ce que vous pensez que tout public, alors quand je dis tout public, je pense par exemple à des personnes qui voilà, sont à France Travail et qui touchent un petit montant parce qu'ils ne travaillent pas, ou alors les gens qui perçoivent le RSA, qui ne travaillent pas par exemple. Voilà, des personnes qui pourraient être dans des situations quand même peut-être un peu plus compliquées financièrement en termes d'emploi, etc. Du coup, ça a une répercussion forcément sur la possibilité et la manière de s'alimenter. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les AMAP c'est adapté à ce type de profil, en plus de tout public, on va dire? Et du coup, la sécurité sociale de l'alimentation, comment vous voyez un peu le lien, vous, personnellement, en fait?
Juste la sécurité sociale de l'alimentation, vous voulez qu'on l'explique Si ou vous on voulez considère que tout le monde connaît je pense pas que tout le monde connaisse, sans vouloir dénigrer les gens, hein, loin de là, mais je pense pas que ce soit justement connu de tout le monde. Alors c'est peut-être intéressant de l'expliquer, peut-être brièvement, pas non plus rentrer trop dans le détail, mais parce que on a d'autres questions aussi. Ah, il fait noir chez vous. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Mais je veux bien ouais, que vous expliquiez un petit peu. Ouais, avec plaisir. Ouais. Du coup, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est une proposition qui consiste à, à dire que le droit à l'alimentation, c'est un droit, et donc le droit que chacune et chacun a le droit à une alimentation de qualité, et une alimentation choisie, et qu'il est donc finalement presque contraire aux grandes déclarations, notamment des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, d'avoir des gens qui ne choisissent pas leur alimentation, surtout pour des questions économiques et financières. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah, il faut qu'on trouve des moyens pour que le droit à l'alimentation soit vraiment mis en œuvre. Et le deuxième constat, c'est aussi de voir qu'il y a énormément d'argent public qui est utilisé pour faire de l'aide alimentaire. C'est-à-dire qu'on a un système agro-industriel qui produit en très grande quantité de la nourriture arrosée avec des pesticides dans des conditions industrielles, qui est acheté puis distribué par des acteurs type Banque Alimentaire, Resto du Cœur et ces choses-là, à des gens qui n'ont pas le choix que de manger ces choses-là, mais qui, si on leur proposait de potentiellement manger des produits avec moins de pesticides ou d'autres types de produits, bah, peut-être ils ne feraient pas le choix de manger ces résidus de l'agro-industrie. Et donc, du coup, il y a énormément d'argent qui est mis pour maintenir un système agro-industriel qui, en fait, ne contente absolument pas les gens qui se retrouvent à l'aide alimentaire. Et l'aide alimentaire, je crois qu'on est presque à 9 millions de Français qui sont à l'aide alimentaire. Donc, c'est pas du tout un petit chiffre. Il y a un Français sur 10 quasiment. Il y a un peu plus d'un Français sur 10 qui est à l'aide alimentaire. Donc, du coup, il y a énormément de gens qui ont des problèmes à se nourrir. C'est un Et on se rend compte système que qui ces est. gens-là ne choisissent pas du tout leur alimentation. Hmm. Et pourtant, on a énormément d'argent public qui est utilisé, notamment à travers des mécanismes européens, pour nourrir ces gens-là. Donc en fait, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de penser un système pour que cet argent public il serve à nourrir les gens autrement, avec des produits qu'ils choisissent, et à aider en même temps les paysannes et les paysans qui souhaitent produire des choses que les gens attendent, que la société attend. Et donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de se dire, bah, on donne à chacune et chacun une carte vitale pour pas sa santé, mais pour son alimentation. Et Avec sur un cette montant carte, défini pour chaque voilà, avec un montant bénéficiaire. de 150 euros par personne dans chaque foyer, et et on crée des comités locaux qui vont établir quels paysans, paysannes, quels artisans, artisanes vont être accrédités par des caisses locales de cette sécurité sociale de l'alimentation, de façon à ce que ces 150 euros puissent être dépensables dans cette liste de fermes ou d'artisans accrédités. Et donc, du coup, chacune et chacun va se retrouver avec un gros pouvoir d'acheter des produits qui auront été sélectionnés comme attendus par les habitants de cet endroit-là. Et nous, on fait le pari que ce qui sera attendu, ce sera plutôt des produits sans pesticides, plutôt des produits qui auront été confectionnés à la main dans des logiques de préservation du sol et de préservation des écosystèmes, plutôt que des produits avec du Roundup et des néonicotinoïdes qui tuent les abeilles. Et Hmm. donc, cette proposition, elle répond à deux gros objectifs. Elle permet de nourrir à nouveau les gens qui n'ont pas les moyens avec des produits qu'ils ou elles vont attendre. Et puis, elle permet, en donnant ce pouvoir aux gens de se fournir ces produits-là, de développer un marché pour les paysannes et les paysans qui ont envie d'aller vers ces techniques agroécologiques, et donc de sécuriser finalement économiquement ces fermes-là, parce qu'on va plus avoir cette question d'accès à l'alimentation de qualité, puisqu'on aura
ce petit pécule que chacun aura pour mettre en œuvre son droit à l'alimentation. Et les AMAP là-dedans, pour nous, les AMAP, c'est un système un peu précurseur de cette sécurité sociale de l'alimentation parce que on a finalement, nous, une sécurité, nous paysans, une sécurité qui nous est amenée à l'année par des citoyennes et des citoyens qui, eux, bénéficient aussi d'une sécurité dans leur approvisionnement parce ils choisissent ce qu'ils ont comme produit et ils maintiennent le prix sur l'année. Nous, il n'y a pas, vu qu'ils s'engagent à l'année, ben, il n'y a aucune histoire de Hausse, fluctuation, d'inflation ou quoi que ouais, ce soit. C'est le ok. même prix sur l'année. Donc, ils bénéficient de sécurité et de garantie. Nous, on en bénéficie aussi. Mais pourquoi nous, les AMAP, on décide de s'engager dans la construction de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'on se rend bien compte que, effectivement, il faut avoir la possibilité de dédier une partie de son budget qui est quand même importante à l'alimentation pour être dans nos systèmes. Et ça ne nous satisfait pas. On voudrait que chacune et chacun puisse entrer dans ces systèmes-là qui, qui sécurisent les paysannes et les paysans et Sans qui garantissent condition, finalement. l'alimentation choisie. Enfin, en fait, accessible à tous et toutes, finalement, quel que soit Voilà, c'est ça. le niveau de C'est vie. ça. Alors, on a des petites initiatives où, par exemple, on a des groupes AMAP qui travaillent avec des centres communaux d'action sociale où, par exemple, à Gennevilliers, sur la map de Gennevilliers, il y a 20 paniers qui sont soutenus par le CCAS par le CCAS et par en partie le budget de la map qui permettent à des gens qui n'ont pas suffisamment de moyens mais qui ont le souhait de se nourrir différemment de rejoindre la map. Et donc, pour nous, on essaye. Ça, c'est une expérimentation. Mais on D'accord. souhaiterait que ce soit élargi et qu'en fait, Ouais. tout le monde puisse bénéficier, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, de manière universelle, À de l'alimentation de de ce qualité, droit à en fait. l'alimentation choisie. Ouais. Ouais, et puis saine. Enfin, c'est ce qui Ouais. n'est pas rien. Du coup, ok, merci beaucoup pour ce zoom sur le sujet de la sécurité sociale, de l'alimentation. Euh, Alors, est-ce que tout à l'heure vous avez parlé donc de votre ferme qui s'appelle la ferme Sapousse. Est-ce qu'il y a une histoire particulière par rapport à ce nom ou, c'est marrant, ça me fait rire. C'est de la manière dont c'est Ouais, ouais, écrit. il y a une histoire. Ok, En fait, nous, on n'est pas du village. Et donc, quand on n'est pas fils de paysan et qu'on arrive sur un village comme ça, nous, on est sur des terres de la mairie, donc on a été installé par la mairie. d'accord. Et qu'il y a pas mal d'anciens qui étaient dans le milieu agricole, tout ça, il faut faire ses preuves. Ouais. Et pendant les premiers mois, la première année, dès qu'on nous croisait dans la rue, c'était vraiment alors ça pousse. Et Ah, donc c'est un peu un moyen de ok, répondre à ça, sachant que en même temps, en fait, la première année, Sylvie, ma compagne, était enceinte de d'accord. notre première fille. Du coup, Ça tombait bien. voilà, ça poussait dans tous les sens, quoi. Ok, c'est original. Merci pour la petite explication. Du coup, en termes d'activités que vous proposez, donc tout à l'heure vous avez dit vous accueillez des stagiaires, etc. Et vous proposez aussi des activités pour des publics scolaires, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, on propose des activités pour des scolaires. Là, par exemple, on a toute l'école du village qui est venue, où on faisait différentes animations avec une association d'éveil à la biodiversité qui s'appelle Connaître et protéger la nature, où on faisait des animations autour de la vie du sol et les vers de terre. Donc, on faisait une petite expérience avec chacun des groupes. On a eu toutes les classes, 6 classes de l'école où on les mettait en fait dans des bottes de petits chercheurs, de petits scientifiques qui allaient tester la vie du sol lorsqu'un sol était nu, lorsqu'un sol était enherbé ou lorsqu'un sol avait de la paille. Et on leur faisait, on a un protocole expérimental de l'université de Rennes qui permet de faire remonter les vers de terre avec de la moutarde amora fine et forte. Et donc on leur expliquait ce protocole et ils devenaient en fait actrices et acteurs de cette expérience. Et après, ils en reparlent pas mal en classe. Et on essaye de mélanger aussi les publics lorsque on reçoit les scolaires. Et on fait aussi venir un foyer de personnes en situation de handicap qui a un atelier photo. Donc là, toutes les classes ont été prises en photo lors de leur visite à la ferme. Et les personnes en situation de handicap sont allées dans l'école pour montrer les photos et reparler de tout ça. Et donc, ça permet vraiment de faire un projet global où ils sont aussi sensibilisés à la différence chez les humains, quoi.
Et donc ça, c'est avec les scolaires. Et puis, nous, on est aussi très actifs sur un plan culturel. On a une association qui s'appelle Rendez-vous à la ferme, qui est basée ici et qui propose une dizaine de dates culturelles par an. L'objectif étant vraiment d'amener la culture en milieu rural. Et donc, on a par exemple là, dans 2 semaines, on a le premier spectacle où c'est du théâtre d'impro. Après, on a des contes africains, on a Le Petit Prince, on a Tignas, un spectacle sur l'immigration. On a de la magie cet été. L'été, on essaye toujours d'avoir un spectacle qui permet à celles et ceux qui partent pas en vacances voilà, de venir se divertir sur une journée à la ferme avec le soir un petit concert. Et puis, on a un grand festival où l'année dernière, on avait 1000 personnes. On a de la musique, du théâtre, spectacle vivant. Oui, 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 mais dans ce cas-là, pas du tout. Ok, Nous, on est avec d'autres dans l'association. On fait venir des troupes d'accord. et on a des petits financements pour voilà, payer les artistes au juste prix. On a vraiment pour objectif de faire que les gens soient éveillés à différents types d'art et de culture dans notre milieu rural et se rencontrent, surtout se rencontrent, discutent, échangent, parce que lorsqu'ils viennent pour un spectacle, derrière, ils restent un peu et ils vont parler à quelqu'un avec qui ils n'auraient pas forcément discuté. Et dans nos villages dans lesquels parfois on se retrouve avec un petit peu de montée des extrêmes de fermeture d'esprit. Pour nous, c'est très très important que les gens apprennent à se connaître et à se redécouvrir. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Hmm. Ok, donc vous touchez vraiment tous les publics, hein, enfants, scolaires du coup aussi, et puis les familles en fait au sein Ouais. de votre commune. Ok, et donc la pratique principale, donc on ne l'a pas trop cité, mais c'est donc vous êtes, enfin, comment dire, la pratique principale, c'est l'agroécologie ou l'agriculture biologique. Est-ce que vous voulez dire un petit mot là-dessus par rapport à vos pratiques? Ouais. Ouais, ouais, du coup, on est certifié en agriculture biologique et on dirait qu'on fait de l'agroécologie dans le sens où notre travail, ça va pas être de semer des graines et puis de nourrir ses légumes. Notre travail, ça va être de développer un écosystème qui va être favorable à la pousse de légumes sans pesticides, sans intrants et à la pousse de légumes goûtus. Et donc pour ça, on va nourrir les sols en essayant de développer des sols qui sont riches en vers de terre, riches en micro-organismes, en bactéries. Et donc on va leur amener de la matière, notamment carbonée, de la paille, des copeaux de bois et surtout quelque chose que l'on développe beaucoup. C'est le fait de couvrir nos sols avec des plantes qu'on appelle engrais verts Oui. qui vont nourrir le sol en azote et nourrir le sol en matière carbonée, donner finalement à manger aux petites bêtes du sol et amener de l'azote grâce à ce qui se passe sur les racines de ces plantes. En fait, l'azote, c'est le composé dont dont les légumes ont le plus besoin et les fruits ont le plus besoin pour pousser, pour développer leur tissu. Et donc, il y a plusieurs manières de l'amener, cet azote-là. Il y a une manière très récente, mais qui va sûrement être amenée à disparaître, je l'espère. C'est de synthétiser avec des usines qui fonctionnent au pétrole l'azote qui est présent dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, il y a 80% d'azote et 20% de dioxygène. Donc, en fait, l'azote, il est pris par ces usines-là qui fonctionne au pétrole et il est transformé en bille d'azote ou en azote liquide et il est ensuite en agriculture avec pesticides, il est ensuite épandu sur les champs et souvent il y a une bonne partie qui retourne dans les nappes phréatiques parce qu'en fait il est tellement soluble et tellement riche que le sol ne peut pas l'emmagasiner complètement. Ça, c'est ce qui est récent parce qu'en fait, ça date simplement de la dernière guerre mondiale où on a développé ces technologies-là. Et franchement, je pense qu'a priori, d'ici quelques années, ça sera terminé. En tout cas, je l'espère. Et ce qui est beaucoup plus ancien et beaucoup plus durable et beaucoup plus pérenne, c'est ce qu'on a, nous, à la ferme, absolument pas inventé. On a été s'inspirer de ce qui se faisait avant. C'est justement semer des graines
de légumineuses comme la luzerne, le pois, la févrole, le trèfle, c'est-à-dire des graines qui vont avoir une plante dont la racine va fusionner avec une bactérie et cette petite nodosité, cette petite boule qui va se créer sur la racine va permettre de capter l'azote de l'air et de le rendre ensuite disponible pour les plantes qui pousseront après. Donc finalement, cette grosse usine qui fonctionne au pétrole, elle remplace juste temporairement le travail que font des tas de plantes qui sont utilisées dans le monde entier, Incroyable, hein? qui sont les légumineuses. Merci beaucoup pour cette explication. Du coup, ça, en espérant que ça puisse encourager peut-être d'autres pratiques si cette vidéo est vue. Et j'espère qu'elle pourra être vue par des personnes éventuellement qui ne connaissent pas cet univers. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Et c'est aussi l'objectif du pourquoi j'ai voulu échanger avec vous ce soir, parce que je pense que c'est facile pour n'importe quelle thématique, n'importe quel sujet, de toucher des gens qui connaissent un peu déjà l'univers dans lequel on évolue. Ou, voilà. Et moi, c'est vrai que le petit truc que j'aime apporter en plus, en tout cas que je tente de faire à ma toute petite échelle, c'est ça, en fait, ouvrir des nouvelles portes à des personnes. Moi-même, la première, je ne suis pas du tout de ce milieu-là, et c'est des questions que je commence tout doucement à me poser par rapport à l'alimentation. Et donc, je me dis que c'est top si on peut toucher des personnes qui ne sont pas forcément sensibles aujourd'hui justement à leur alimentation, au choix qu'elles font par rapport à ça. Et je sais de quoi je parle parce que j'étais vraiment comme ça à l'époque. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des étapes à passer à chaque fois, etc. Et en racontant des histoires, en racontant la manière dont vous travaillez, en expliquant, enfin là, comme vous venez de le faire et tout, je trouve ça génial parce que ça permet vraiment peut-être de capter des nouvelles attentions sur des sujets sur lesquels on ne s'arrête pas forcément initialement, en fait. Et donc, je vous remercie pour ça. Peut-être brièvement, concernant vos actions de militantisme avec la Confédération paysanne, donc, qui est un syndicat agricole. Je vous ai vu l'autre jour sur une vidéo, alors je ne sais plus quel était le média, mais je vous ai vu vous exprimer donc pour la Confédération paysanne. Et voilà, et le soutien que vous apportez par ce biais-là face au Mercosur et puis la loi Duplon là, qui est remise sur le tapis. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu, sachant qu'on a vu aussi qu'il y avait une deuxième pétition qui avait été lancée pour ça. Et, moi qui ne suis pas du tout dans vos bottes, je prendre ce jeu de mots-là, je me dis c'est quand même incroyable de devoir en arriver là en fait. On apprend aux enfants qu'un non, c'est un non. Et à certains adultes, en fait, finalement, le message ne passe pas. C'est quand même assez particulier, hein. Qu'est-ce que vous avez envie de partager là-dessus? Ouais, non, mais j'aime bien la manière dont vous l'amenez, effectivement. Je pense que le sénateur Laurent Duplon, il a du mal avec le consentement. Ce qui n'est Je pas un pense petit que... sujet, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a du mal parce qu'il est complètement mouillé et que finalement il a une énorme ferme qui touche des centaines de milliers d'euros d'aide PAC. Il est très proche de certains milieux agro-industriels et que finalement ça démontre que il y a un problème démocratique dans notre pays parce que lorsqu'on a 2 millions 100 qui s'expriment sur un site très compliqué en plein été pour dire on veut pas de cette substance qui tue les abeilles et que derrière on se retrouve avec un truc comme ça, ben, je pense que c'est assez symptomatique de la manière dont les décisions sont prises sur les questions agricoles et alimentaires. Et nous, moi c'est ça mon engagement, c'est de dire finalement mais en fait, on est tous et toutes experts de cette chose agricole et alimentaire parce qu'en fait, c'est pas parce que moi, je passe un peu plus de temps à récolter des poireaux que vous qui les mangez, vous n'êtes pas légitime à dire comment ils doivent être faits, en fait. Bien sûr. Peut-être que nous, on peut amener des éléments pour bah, dire comment ça pousse un poireau, mais la question de est-ce qu'on va ou non utiliser un produit qui potentiellement va tous nous donner le cancer et des maladies chroniques, elle ne peut pas être uniquement posée à des gens qui produisent et qui du coup ont un intérêt en fait à répondre d'une manière ou d'une autre. Hmm. Nous vraiment ce qu'on demande c'est une démocratie agricole et alimentaire où on construit des endroits où on discute de manière intelligente, pourquoi pas des conventions citoyennes mais dont on écouterait les résultats
où finalement on se dit, bah, voilà, on a des gens qui viennent de différents horizons et on essaye de se comprendre et on fait de l'intelligence collective plutôt que de dire, bah, en fait, désolé, il y a BASF qui produit énormément d'acétamipride et qui a absolument besoin bah, qu'il y ait un marché pour ça. Et donc, il va falloir adapter la législation, les gars, parce que nous, il faut absolument qu'on écoule tous ces pesticides-là, sinon nos actionnaires vont pas être contents. Pour nous, c'est pas la démocratie, c'est pas de faire plaisir aux actionnaires de BASF. La démocratie, c'est d'avoir finalement une majorité de citoyennes et de citoyens qui guident les politiques publiques. Là, on est vraiment devant un cas flagrant de rupture totale de la chose démocratique. Et donc, bah ouais, il faut absolument la signer, cette pétition nouvelle. On en est à peu près à 300 000 J'ai signatures. vu ce C'est matin, que le oui, début. effectivement. Comment? J'ai vu ce matin Ouais, 304 000, je crois, 300 à peu près, ouais. voilà. Faut Et donc, continuer. il faut qu'on atteigne à nouveau les 2000. Il faut Hmm. que le sénateur Duplon il comprenne qu'à 4 millions, les 2 millions, pardon. Il faut que le sénateur Duplon comprenne que à 4 millions, bah, on continuera et que on veut pas de cette substance-là. Et nous, on fait des confitures à la ferme. Pour les confitures, en fait, il faut du sucre. Et Mhm. pour ce sucre-là, bah, il faut des betteraves. Et pour ces betteraves-là, nous, on s'adresse à David, qui est notre voisin, à une demi-heure de chez nous, qui est en agriculture biologique et qui produit des betteraves en agriculture biologique et qui arrive sans aucun problème, alors avec des soucis techniques, mais il arrive à gérer ces soucis techniques pour être en capacité de produire des betteraves, peut-être avec un rendement un petit peu plus faible, mais il produit des betteraves qui arrivent à un coût raisonnable et qui nous permet à nous d'acheter du sucre bio et de proposer de délicieuses confitures de poires, fraises, framboises, rhubarbe ou autres, avec du sucre local qui a été produit avec des betteraves sans pesticides, sans acétamipride. Donc en fait, de dire que c'est impossible de faire autrement, c'est C'est pas vrai. parfaitement faux. Ok. Je vous présenterai David si vous le souhaitez. Il vous expliquera bien qu'en fait, lui, il arrive à produire des betteraves non seulement sans acétamipride, mais sans aucun autre pesticide de synthèse, puisqu'elles sont certifiées en agriculture biologique. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut Hmm. donner la parole à des gens comme David qui pourraient témoigner que ça fait possible de se passer d'acétamipride. Ok, merci beaucoup pour le message. Et toujours concernant la Confédération paysanne, bon là on arrive, comment dire, dans 2 jours, le salon de l'agriculture, qui est pas très loin de chez moi d'ailleurs, porte de Versailles. Je suis vraiment à côté. J'imagine que c'est pas de gaieté de cœur que vous, de manière générale, accueillez ce moment. Surtout actuellement. J'ai vu aussi qu'il y avait le salon à la ferme qui est organisé, le SAF, organisé pour la 6e année consécutive, donc par la Confédération paysanne, si je ne me trompe pas. Et donc là, qui a lieu du 10 février au 3 mars. Est-ce que, d'après vous, c'est aussi une manière de répondre sur le fait de vouloir garder votre autonomie en tant que paysan et surtout mettre les pratiques que vous souhaitez vendre en fait, plutôt que celles qui vous sont imposées ou qui sont imposées de manière générale à la population par les pratiques proposées et montrées et soutenues au sein du salon de l'agriculture. Est-ce que je me vais peut-être un peu trop loin ou dans ma manière de penser, voilà. Mais est-ce que c'est une manière de répondre en fait à ça pour vous? Ouais, ouais, bah, complètement. Moi, ça m'arrive quand même d'y aller. Là, par exemple, je vais mardi à une table ronde au salon de l'agriculture. Donc, D'accord. on, ça nous arrive d'y aller, mais on n'est pas dupe sur le fait que c'est une vaste blague, cet endroit où on a des stands de McDonald's, Lidl, Il y a des Carrefour, stands la McDonald's. FNSEA. Il y a bien sûr, McDonald's a un énorme stand, Lidl a un énorme stand, ils donnent des goodies à tout le monde. On va chercher le sac McDo ou le sac Lidl, C'est pas Danone, possible. et puis surtout les coopératives et les vendeurs de pesticides. Donc on est devant un truc. Vous m'apprenez quelque chose là. Euh, Ah oui, je savais pas du tout. ah ouais, non, voilà, c'est une farce un petit peu. Ouais. Et en même temps, on voit que il y a quand même beaucoup de monde qui s'y rend, et notamment des familles. Et donc pour nous, c'est quand même assez encourageant sur le fait que les Françaises et les Français ont soif en fait de ce rapport aux agricultrices et aux agriculteurs qui les nourrissent, en tout cas qui devraient les nourrir, qui devraient prendre soin de leur paysage, qui devraient prendre soin de la qualité de l'eau, de l'air. Donc il y a
il y a une volonté de tisser du lien de Mmh. la part de la société vers le monde agricole. Le salon de l'agriculture tel qu'il est organisé, finalement, c'est une vraie trahison parce qu'on ne tisse pas du lien. On leur montre une énorme agriculture avec gros tracteurs, pesticides et compagnie, qui n'est pas celle que les Françaises et les Français attendent. Et donc, bah, nous, modestement, oui, on va proposer aux gens de venir sur les fermes avec le salon à la ferme ou de faire la fête autrement. Nous, par exemple, on était très nombreux samedi dernier, place de la République à Paris, Oui, le où 14. on organisait une forme de contre-salon avec la Confédération paysanne Île-de-France. Et il y avait des tables rondes, des fanfares, voilà, de la bonne nourriture qui a été produite par des tas de jeunes qui ont envie de soutenir un autre modèle agricole. Il y avait par exemple des gens de cancer colère qui sont très remontés sur la question de la loi du plomb et des pesticides. Il y avait des jeunes extrêmement motivants de Agro en lutte, donc d'AgroParisTech, qui ont bloqué leur école pendant plusieurs jours et qui se sont fait sortir manu militari par la direction et par les forces de l'ordre parce qu'ils souhaitent que leur école soit moins orientée vers les pesticides et le lien avec la FNSEA. Il y avait des gens de Terre de Liens qui font une campagne très intéressante sur les élections municipales et avec le réseau des AMAP Île-de-France aussi. Voilà, donc nous, ce qui nous semble plus pertinent, c'est de tisser du lien avec les gens sur des choses vraies plutôt que sur des gros tracteurs et des pesticides, quoi. Mmh. Du coup, le fait que vous vous rendiez au salon de l'agriculture, que vous participez à une table ronde, est-ce que c'est aussi une manière pour vous de montrer que vous êtes, quand je dis vous, encore une fois, la partie paysannerie, agroécologie, de montrer que vous êtes là, en fait, même si ce système, entre guillemets, vous convient pas vraiment, de ce que je comprends. Ouais, c'est ça, on veut pas leur abandonner le lieu. Donc on reste présent tout en étant sceptique sur la manière dont c'est organisé. Mais là, par exemple, c'est une table ronde sur le rapport entre agriculteurs et environnement. Et pour nous, c'est un sujet essentiel parce que on veut vraiment démontrer qu'en fait, nous, en tant qu'agricultrices ou agriculteurs, bah, on a un grand intérêt à avoir des exigences environnementales élevées. Et lorsqu'on a constamment sur toutes les chaînes d'infos des discours sur le fait que les agriculteurs en ont marre des normes, bah, nous, on répond que non. Et qu'en fait, les normes, et particulièrement les normes sociales et environnementales, c'est l'expression de la démocratie. En fait, c'est quoi une norme? C'est le fait que pour bien vivre ensemble, on se fixe des règles. Et donc, ces normes, elles sortent pas de nulle part. Elles sont la conséquence du fait que bah, les citoyennes et les citoyens ont pas envie qu'on utilise des produits qui tuent leurs enfants. Donc ça, c'est une norme. Et donc, on va essayer de limiter, voire interdire ces produits. Et nous, on va considérer que bah, c'est positif d'avoir ces normes-là. Et que plutôt que de se battre contre ces normes, ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est de se battre sur euh, le fait d'assurer un revenu aux paysannes et aux paysans de Hmm. façon à ce qu'ils puissent facilement répondre à ces normes. Parce qu'on comprend bien sûr la misère de collègues qui se retrouvent à devoir faire des investissements pour bah, avoir une production qui soit plus respectueuse de l'environnement, tout en, de l'autre côté, n'étant pas du tout en capacité de payer les charges de leur ferme et de payer leurs revenus. Et ça, c'est quelque chose qu'on dénonce. Et nous, on veut absolument qu'on soutienne le revenu des fermes pour que les paysannes et les paysans puissent sortir un revenu décent, digne, qui leur permette en fait de respecter l'environnement. Plutôt que de dire on leur met plus de normes environnementales, comme ça ils se payent mal, mais de toute façon ils n'ont pas trop de coûts vu qu'ils produisent comme des cochons. Oui, la réflexion est complètement renversée et pas forcément pour le meilleur finalement en pensant comme ça. Donc, ok, on n'a pas vraiment beaucoup parlé de la loi du plomb, mais voilà, on a compris qu'effectivement c'était pas une dynamique, enfin ce qui se cachait, pas vraiment caché parce que maintenant on voit à l'intérieur ce qu'elle propose, mais n'allait pas dans le sens de ce qui était attendu par la population et n'allait pas non plus dans le sens de la santé en fait pour les gens, enfin les citoyens en fait, les citoyennes. Et vous en pensez quoi, vous, sur l'élan actuel, là? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? De ce que. À date?
par rapport à la loi du plomb? Vous avez une idée du coup Il y a pas mal de choses, dont des possibilités de construire plus facilement des méga bassines qui permettent d'arroser énormément, tout en confisquant la ressource en eau, pour les petits paysannes et paysans. Ça a été validé dans la première loi du plomb. Il y a aussi pas mal de dispositions, qui étaient, sur les autorisations pour les élevages qui, deviennent beaucoup plus, faciles à obtenir quand on a un grand élevage. Bizarrement, Laurent Duplon, il a un grand élevage. Et donc en ça a termes de été validé superficie, vous voulez dire? Ou en en termes termes de de chiffre de d'affaires? nombre de têtes de bétail. Tête de bétail, d'accord, nombre de têtes, Ouais. ok. Et donc du coup, un élevage qui devient grand, bah, en fait, ça pose des soucis parfois de voisinage, des soucis environnementaux. Et donc pour nous, il n'est pas illogique en fait d'avoir une forme de contrôle, d'obligation de certaines études environnementales avant de décider de passer sur des grands élevages. Et donc ce que la première loi du plomb, qui a été validée, en tout cas dans ces dispositions-là, autorise, c'est qu'il sera plus facile en fait d'avoir une forme d'élevage industriel, que ça ne l'était avant. Hmm. Et ce qui a été retoqué dans cette première loi du plomb, c'est le fait de pouvoir utiliser dans la première, on parlait essentiellement d'un pesticide interdit, qui s'appelle l'acétamipride, qui est un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, qui est utilisé notamment sur les betteraves et les noisettes, et qui a des conséquences vraiment importantes sur les abeilles, en fait, parce qu'il conduit les abeilles à plus du tout savoir où elles sont. Et du coup, dans beaucoup de cas, on a des colonies qui meurent en raison Hmm. de ces pesticides-là, de ce pesticide-là. Donc ça va pas dans Nous, le on sens a de la biodiversité, du tout. ah bah pas du tout, pas du Hmm. tout. Ça va et au-delà de la biodiversité, ça va conduire les apiculteurs. Nous, on a 7 ruches. Ça va conduire les apiculteurs à avoir beaucoup plus de complications dans la gestion de leur production. Donc, on Ah fait oui. finalement le choix d'aider les grands betteraviers aux, aux dépens de l'environnement, des maladies chroniques et des apiculteurs comme nous. Et donc, ça avait été censuré. Ces dispositions sur les néonicotinoïdes avaient été censurées par le Conseil constitutionnel. Euh, Peut-être que la pétition avait aidé le Conseil constitutionnel à se poser des questions, on ne sait pas. Normalement, non, mais quand même, ça compte. Et le Conseil constitutionnel avait dit que l'utilisation de l'acétamipride n'était pas du tout assez encadrée pour qu'il soit validé au sein de la première loi du plomb. Et donc, ce que fait le sénateur Duplon, là, c'est qu'il dit qu'il a revu un peu la manière d'utiliser l'acétamipride pour bien l'encadrer, et il propose une nouvelle loi pour bien autoriser l'acétamipride et que ça ne soit pas censuré par le Conseil constitutionnel. Alors que bah, les 2 100 000 qui ont signé sur cette loi du plomb, c'était une opposition ferme à l'industrialisation de l'élevage, aux méga-bassines, mais aussi beaucoup sur l'utilisation de ce pesticide néonicotinoïde qui tue les abeilles. Et ce n'est pas une histoire d'encadrement. On n'en veut pas, en fait, de ce pesticide qui tue les abeilles, particulièrement lorsqu'on voit quelqu'un comme David à côté de chez moi qui produit des betteraves bio sans avoir besoin de mettre ses saloperies. Vous avez un exemple concret en plus à côté de chez vous qui fonctionne différemment et qui marche très bien. Hmm. Ok. Un lien direct avec le Mercosur ou pour vous c'est deux sujets complètement distincts? Est-ce que c'est Non, pas une manière aussi de cette loi du pont, est-ce que c'est pas aussi une manière d'ouvrir grand la porte justement sur l'acceptation du Mercosur et puis accepter des importations oui c'est ça de l'importation d'Europe quoi en termes d'alimentation qui sont moins normées du coup. Est-ce qu'il n'y a pas mm, un lien comme ça qui se joue? bah si, c'est bah, enfin c'est les conséquences du libéralisme en agriculture et de cette volonté euh, farouche de faire des accords de libre-échange pour faire voyager en fait de la nourriture. Parce que finalement, le but de ça derrière, c'est de mettre en compétition les paysannes et les paysans partout dans le monde. Le but étant de peser sur les normes sociales et environnementales pour se retrouver avec un truc du -10 partout. Et donc, on impose des accords de libre-échange
pour mettre en compétition. Et donc, du coup, la conséquence de ces accords de libre-échange, c'est de faire que les règles, les normes, les lois qui sont censées protéger les gens qui habitent autour de ces sites de production bah, vont être progressivement diminuées pour qu'on puisse avoir des produits qui soient de moins en moins chers pour qu'ils puissent concurrencer, être en concurrence avec des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Ce qui est fâcheux, c'est qu'en Mm. fait, ça reflète pas du tout le véritable coût, impact de ces produits-là. Parce que lorsqu'on achète du sucre Béguincet, sans les citer, qui a été produit avec pesticides et sans vraiment se demander d'où ça vient, bah, enfin, plus important que le coût du sucre bio. Parce que là, en fait, on ment au consommateur en lui disant c'est pas cher, tu paieras plus tard. Tu paieras à travers la sécurité sociale pour ton cancer, Ah tu oui, paieras à des travers tes charges répercussions sur l'eau sur lorsqu'il la faudra santé. dépolluer, tu paieras lorsqu'il faudra soutenir les apiculteurs qui ont des ruches qui meurent de partout. Donc en fait, finalement, c'est juste en deux temps. Et Mm. donc, ce qui est fou, c'est que ce dogme du libéralisme qui dit, comme dans les traités, notamment le traité de Lisbonne sur l'Union européenne, qui dit il faut une concurrence libre et non faussée. Dans ces dogmes du libéralisme, Adam Smith et tout ça, il faut absolument que le consommateur puisse être informé de façon à prendre des décisions éclairées. Et là, on se retrouve avec vraiment un consommateur auquel on ment parce qu'on ne lui dit pas en fait que derrière, il va devoir payer cash et que les prix sur les systèmes de santé vont vraiment, enfin le poids sur les systèmes de santé de ces pesticides vont vraiment être de plus en plus importants. Le poids sur les systèmes d'assainissement, enfin de retraitement des eaux vont être de plus en plus importants. Donc pour nous, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les gens puissent être éclairés et qu'on leur dise toute la vérité et que lorsqu'on achète un produit qui est certifié en agriculture biologique, bah, on le paye peut-être un petit peu plus cher au début, mais derrière, lorsqu'on achète un produit bas de gamme, ben, on finira par le payer. Sauf que effectivement, on s'en rend moins compte, surtout quand on est moins dans le cœur du sujet, comme vous l'êtes. On s'en rend moins compte dans le sens où en fait, c'est pas visible au premier abord. C'est quelque chose qui n'est pas du tout visible en fait. Nous, instinctivement, on fait pas forcément le lien tout de suite entre la maladie qu'on a eue ou quoi que ce soit. On n'a pas du tout parlé du sujet de l'obésité, mais c'est aussi un gros sujet par rapport à l'alimentation. Et bon, moi, je me sens concernée parce que j'ai une histoire personnelle par rapport à ça. Mais en fait, moi, à l'époque, je faisais pas du tout les liens. Et pourtant, c'est logique quand on y pense. C'est très, très logique. Mais parce qu'en fait, on n'est pas éduqué là-dessus. Et, euh, et effectivement, du coup, c'est plus facile de nous tromper, en fait. Et que le regard se porte sur des choses qui sont moins, comment on peut dire ça, moins saines pour nous, moins intéressantes, en tout cas sur le long terme, et en termes d'alimentation, quoi. Donc, c'est génial que les discours puissent être encore plus amplifiés, etc. Et moi, je suis très reconnaissante de cet échange qu'on a eu aujourd'hui, de pouvoir en fait discuter directement avec un paysan. Je trouve ça génial parce que je suis pas du tout du milieu. Donc, merci beaucoup pour le temps accordé. Et c'était très intéressant. Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion, peut-être, je sais pas, de visiter votre ferme, pourquoi pas un de ces jours. Avec En tout plaisir, cas, avec je vais, plaisir. en tout cas, je partage. Il y a plein d'événements toute l'année. Ouais. Vous pouvez suivre les trucs sur les réseaux sociaux et Ok. vous êtes la bienvenue. Bon, il y a juste un tout petit truc, forcément tout ne peut pas être parfait, c'est que moi, en fait, les AMAP, c'est un sujet qui m'intéresse, mais effectivement, en termes d'engagement sur l'année, je sais que ça, pour moi, c'est un frein. Et c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure, on a fait appel, non pas appel, on a fait un lien entre la sécurité sociale, l'alimentation et puis les AMAP, etc. Où en fait, moi, je sens une petite frustration, mais ça, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que j'aimerais bien passer ce cap-là, mais aujourd'hui, je n'y arrive pas. Et pour des raisons, entre guillemets, financières. Alors que je comprends bien tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure, etc. Donc, je passe le message là maintenant. Et j'espère qu'un jour, les personnes qui ont peut-être un peu moins d'aisance financière puissent aussi accéder. Ce serait vraiment génial. Ouais. Et sachant que sur la partie financière, moi, je finirais bien avec juste un exemple. En gros, notre panier de légumes, il y a des adhérents qui l'ont évalué et comparé en disant, ben voilà, le contenu qu'on a pour 23 € par semaine en bio local, et si on le comparait à Carrefour et à Lidl. Mm. Du coup, l'intégralité du contenu en voyant finalement si on est bien plus cher
qu'en supermarché. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, notre 23, alors ça date d'il y a 2 ans, mais c'est à peu près pareil maintenant, Mmh. mais il faudrait peut-être ajouter 1 ou 2 euros. Mais notre 23 € de légumes en bio local, il sort à Carrefour à presque 32 €, Ah ouais. sachant qu'il y a certains trucs qui sont pas locales. Pas local, ça veut dire pas France, quoi, même en plus. Mmh. Et si on compare ce 23 € avec les mêmes légumes, mais chez Lidl, bah déjà, il y a plus de la moitié qui sont pas en bio, et beaucoup sont produits en Afrique du Nord. Et même en prenant ces produits issus d'Afrique du Nord et pas en bio, ils arrivaient à 24 €. Donc en fait, la question pour moi, c'est vraiment est-ce que comment on modifie notre alimentation aussi parce qu'on se rend compte que finalement, quand on compare, c'est pas plus cher, mais effectivement, on n'est pas tous habitués à manger 23 € de légumes. Et c'est comment on travaille là-dessus, comment on le fait pas tout seul aussi. Comment est-ce qu'on peut C'est trouver vrai que des c'est un moyens vrai pour travail cuisiner de ensemble, fond, pour s'aider les uns les autres. c'est un vrai travail de fond, hein, toutes ces transitions, ouais, ouais, on pourrait croire que c'est facile, mais c'est pas du tout, facile entre Ah oui, l'idée, l'envie et le passage à l'action et tout. Il y a beaucoup d'étapes à traverser et ça, je le vis moi-même à ma petite échelle de juste citoyenne, quoi. Donc j'imagine que, oui, oui, quand il s'agit d'enjeux de société, c'est sûr que ça prend plus de temps, mais en tout cas, merci pour tout le travail. Et puis, bah, du coup, je vous bah, souhaite merci à une vous. bonne continuation et à très bientôt. Merci, à Merci. bientôt.